Mesdames, Messieurs, chers amis, bonsoir. Nous sommes heureux avec Olivier, Patricia, moi-même et Marie-Madeleine de vous retrouver ce soir via un Facebook Live. Bien évidemment, nous aurions souhaité plutôt vous trouver en vis-à-vis et faire ce qu'on a l'habitude de faire, c'est-à-dire des réunions publiques avec un pot qui suit la réunion, c'eût été beaucoup plus sympathique. Les contraintes sanitaires font que voilà, la situation est telle qu'elle est et nous allons néanmoins vous répondre à vos questions et vous présenter nos propositions pour cette élection donc, au Conseil d'Alsace. Patricia? Bonsoir. Comme disait Marc, c'est vrai que nous sommes un peu déçus de ne pas pouvoir faire une réunion présentielle et de pouvoir échanger en direct avec vous. Mais par ce Facebook Live, effectivement, nous allons pouvoir répondre à vos attentes et à vos questions. Madeleine? Bonsoir. Je suis donc ravie de vous retrouver pour cette nouvelle campagne pour le Conseil, la collectivité européenne d'Alsace, pour le canton de Rixheim. Olivier, un mot? Oui, bien sûr. Moi aussi, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver ce soir. En 2015, c'était il y a 6 ans, vous nous aviez fait confiance. C'était la même équipe. Nous partions, Patricia et moi en tant que titulaire, avec Marc et Marie-Madeleine en qualité de remplaçant. Et vous nous aviez élus à une très large majorité parce qu'on s'était engagé à recréer l'Alsace sous forme de collectivité territoriale. Vous savez, au moment où nous avions été intégrés de force par François Hollande dans la région Grand Est. Eh bien, nous avons tenu nos engagements. En 2017, moi, j'ai cédé ma place au conseil départemental à Marc Munk, qui a été mon suppléant et qui est devenu titulaire. Moi, j'ai rejoint les bancs de l'Assemblée nationale, où j'ai pu défendre d'ailleurs cette loi sur la collectivité européenne d'Alsace. Ça y est, c'est fait, elle est créée, nos engagements sont tenus. Et donc aujourd'hui, nous repartons avec la même équipe. Cette fois-ci, c'est Marc qui est en titulaire et je serai son remplaçant. Et Patricia, toujours là, avec sa remplaçante Marie-Madeleine. Et nous avons bien l'intention de continuer avec votre soutien, si vous le souhaitez, ce mandat, parce qu'il y a aujourd'hui, maintenant que cette collectivité est créée, de nouveaux défis à relever. Il s'agit de faire en sorte que l'Alsace puisse reprendre son destin en main. Et c'est la proposition que nous allons faire ce soir. Et j'espère que vous aurez de nombreuses questions qui nous permettront de détailler justement notre vision de l'avenir de l'Alsace et les propositions concrètes que nous proposons de mettre en place. Alors, je vais jouer un peu le rôle de Monsieur Loyal aussi, puisque j'ai la tablette sur laquelle les questions arrivent. Alors, une première question qui nous avait été envoyée avant ce soir. Nous avions une première question qui nous avait été posée. Au cas où je ne pourrais pas participer au live, je souhaiterais savoir où sont passés les 2 millions d'euros qui ont été votés pour aider les étudiants. Les jeunes au-delà des collèges ne sont pas prévus dans les compétences de la M2A alors qu'elle a voté ce budget. Merci de votre réponse. Alors, je ne sais pas qui c'est qui souhaitait répondre sur... alors, je ne sais pas si la collectivité européenne d'Alsace a voté 2 millions d'euros pour aider les étudiants. On a voté effectivement. Vous avez voté les étudiants, oui. D'accord, Pour très aider bien. les étudiants, oui. On Ouais. avait donné une prime de 100 euros pour les étudiants. Nous avons également fait un job d'été pour les étudiants également, qui sera mis en place cet été, qui concernera, je crois, 200 étudiants pour des jobs d'été. Après... Alors, je pense que en ce qui concerne le plan pour les étudiants... sincèrement, c'est plutôt une compétence de la région. Hein. Nous nous occupons surtout des collégiens. Nous avons, dans nos fonctions principales, c'est les collèges qui sont attribués au département. Ce qui concerne les étudiants, les lycées, c'est du ressort de la région.
Je pense que ce qui est important pour la personne qui a posé la question, parce que la personne qui a posé la question nous parle du département et nous parle aussi de M2A. M2A, c'est l'agglomération de Mulhouse. M2A vient aussi en aide aux universités. Le département, c'est essentiellement les collèges. Mais c'est aussi l'insertion. C'est aussi l'insertion. Et donc, je pense que le département vient en soutien aussi du plan Un jeune, une solution. Hein. C'est le plan qui a été mis en place par l'État et qui vise à faire en sorte qu'aujourd'hui, tous les jeunes puissent se voir proposer à la fois un stage ou un emploi à la sortie de ces études. C'est évidemment un plan relativement ambitieux, notamment sur les stages aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ne donnent pas beaucoup de stages du fait du télétravail et de l'organisation un peu difficile avec la Covid. Et donc la collectivité européenne pousse ce type de plan. Alors, nous sommes aussi engagés justement au niveau économique à soutenir les entreprises pour que ces entreprises, après la crise, parce qu'il va y avoir une crise de toute façon, après la crise du Covid, il va y avoir une crise effectivement économique, puis sociale vraisemblablement, et pour que les entreprises effectivement puissent continuer à travailler, à laisser leurs portes ouvertes et prendre justement des étudiants en stage. Parce que souvent ce qu'ils demandent c'est des stages, et aujourd'hui ils ont beaucoup de difficultés à trouver des stages. Tout à fait. Alors on a une deuxième question de William, qui nous dit « Bonsoir à tous, l'enseignement bilingue est une vraie chance pour notre jeunesse, mais alors qu'on manque de professeurs d'allemand, que va pouvoir faire la CEA, la collectivité européenne d'Alsace ?» Marie-Madeleine, tu veux répondre? Bon, sinon je le fais. Depuis qu'on a eu la compétence bilingue, justement, c'est ce qui nous arrange, c'est ce qui arrange la CEA, parce qu'on peut directement embaucher des profs, y compris en Allemagne. Donc effectivement, William, je crois qu'il s'appelait William, oui. Voilà. William a raison, aujourd'hui on manque cruellement de professeurs d'allemand, c'est clair, mais néanmoins avec cette compétence de bilinguisme qui nous a été cédée, on pourra, et on le fera assez rapidement si possible, trouver des professeurs, des étudiants en Allemagne pour venir enseigner l'allemand chez nous. Vous savez, je me souviens, il y a quelques années, j'avais déjà des discussions avec les recteurs d'académie, parce que nous avons, notamment avec notre équipe, nous avons toujours soutenu le bilinguisme. C'est ça. Nous avons soutenu le bilinguisme, c'est une chance, le bilinguisme. D'ailleurs, au titre du bilan que nous avons présenté sur les 6 dernières années, nous avons fait en sorte qu'il y ait des sections bilingues désormais dans tous les collèges du canton. Ce qui n'était pas le cas il y a 6 ans. Aujourd'hui, nous avons des sections bilingues dans tous les collèges du canton. Mais pour que les gens puissent faire du bilinguisme tout au long de leur scolarité, il faut évidemment qu'il y ait un parcours, que ce soit à l'école primaire, que ce soit au collège, que ce soit au lycée. Mais bien sûr, les recteurs me disaient, à l'époque, ils me disaient, vous savez, monsieur Becht, on ne trouve pas les profs. Ce n'est pas une mauvaise volonté de l'État, mais on ne trouve pas les profs. Et ensuite, je me suis rendu compte qu'ils ne trouvaient pas les profs aussi parce qu'ils étaient dans les statuts éducation nationale. Et que pour aller recruter des profs d'allemand, qui sont des gens qui parlent allemand, on en trouve à 15 km d'ici. Il suffit juste de traverser un fleuve qui s'appelle le Rhin. Et de l'autre côté, comme par hasard, il y a des gens qui parlent allemand. Bon. L'éducation nationale, ils ont toujours dit « Ah oui, mais ça c'est compliqué parce que vous comprenez les statuts ou autres. » Bon. Et donc, on avait eu cette idée-là de se dire en fait, il faut récupérer la compétence enseignement linguistique pour que la collectivité européenne d'Alsace puisse embaucher directement des enseignants. Et c'est ce que nous avons fait. Donc désormais, nous allons pouvoir embaucher des enseignants pour compléter les effectifs de l'éducation nationale et faire en sorte qu'on puisse avoir enfin des professeurs dans ces cursus bilingues. Alors j'ai une autre question. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, tout le monde veut plus d'écologie. L'objectif de l'Alsace autonome en énergie renouvelable
me paraît peu réalisable. Comment imaginez-vous réaliser cet objectif? Alors, on peut peut-être répondre à plusieurs, je ne sais pas... Alors, effectivement, nous, d'ailleurs, dans une de nos propositions, on souhaite se donner une dizaine d'années, hein, je ne vais pas juste dire 10 ans, on va dire une bonne dizaine d'années, pour que l'Alsace devienne une région 100% énergie renouvelable. Comment, surtout après la fermeture de la centrale de Fessenheim. Donc comment on va faire? Ben, il y a effectivement, on va essayer de développer toutes les autres énergies, par exemple l'hydrogène, par exemple le solaire, mais aussi l'hydraulique, etc. Voilà ce qu'on essaiera de faire. On verra bien où on sera d'ici une dizaine d'années, mais notre ambition, c'est effectivement d'arriver à être autonome d'ici une dizaine d'années. Vous savez, au début des années 1960, John Fitzgerald Kennedy disait « on va aller sur la Lune ». L'homme va aller sur la Lune. Personne n'y croyait. Personne n'y croyait, ça paraissait dingue. Bon. Et pourtant, ils l'ont fait. En 1969, moins de 9 ans plus tard, ils y étaient. Donc, quand on dit on souhaite être autonome en énergie renouvelable d'ici 10 ans, moi, je considère que ça paraît moins fou que d'aller sur la Lune. Ensuite, je pense qu'il y a véritablement... il y a deux choses à faire. La première, bien sûr, c'est développer ces énergies renouvelables. On a, Marc l'a dit, le solaire. Il y a beaucoup d'installations, de fermes solaires, etc. Alors vous allez dire, d'accord, mais s'il faut du solaire pour remplacer Fessenheim, il faut couvrir toute l'Alsace de panneaux solaires. Bien sûr, on ne fera pas ça. Mais si on couvre déjà la plupart des bâtiments publics, si on fait quelques grandes fermes solaires, comme sur l'aérodrome de Rixheim-Absheim, c'est bien. Si on fait de l'hydroélectricité davantage sur le Rhin ou sur nos rivières, si on fait de l'hydrogène, le vent c'est plus compliqué parce que les éoliennes en Alsace, on ne souhaite pas trop que ça dégrade les paysages, il faut le dire. Et puis, il ne faut pas s'empêcher de rêver à des énergies nouvelles, celles qu'on ne connaît pas encore. Et c'est aussi la raison pour laquelle nous proposons d'instaurer un centre européen de recherche sur les énergies du futur, ici en Alsace, en compensation notamment de la perte de Fessenheim, parce que ça nous permettra de développer justement des technologies nouvelles qui nous permettront d'atteindre cet objectif. C'est ce que les Américains ont fait quand ils ont voulu aller sur la Lune. Ils n'avaient pas toutes les technologies, ils les ont inventées. Ça a aussi nourri leur croissance pendant des années et des années. Alors, on a Myriam. Oui, Olivier, je peux rajouter quelque chose. C'est que vous savez qu'on a signé, donc Frédéric Biry, le président de la CEA, a signé un plan État-CEA, où effectivement, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'énergie, et notamment des panneaux solaires sur les collèges, sur certains collèges, ce que Olivier disait, il ne s'agit pas de planter des panneaux solaires partout, mais là où ça peut se faire et où esthétiquement, à l'extrême, ça tient la route, c'est effectivement ce qu'on fera. Et aujourd'hui, on a le plan État-CEA, fait quand même 12 millions d'euros. Tout à fait. Voilà. On va en parler de ce plan de rebond, mais juste pour clore sur les énergies renouvelables, très franchement, je pense qu'il faut se donner cette ambition. Parce que si on ne se donne pas une ambition haute, on n'atteindra jamais de résultats satisfaisants. Il faut arrêter de se dire « Ah non, c'est pas réalisable, on est encore condamné avec les énergies fossiles, voilà, le pétrole, le gaz, etc. » Non, on peut inventer des solutions nouvelles. On peut inventer des choses nouvelles. C'est franchement ce qu'on a fait aussi avec N2A aujourd'hui en utilisant la chaleur de l'usine d'incinération des ordures ménagères pour alimenter nos réseaux de chaleur. Vous voyez, c'est de l'innovation, c'est de l'imagination et franchement, ça marche.
Donc là, il faut se retrousser les manches. Et si on arrive à faire ça, si on arrive à relever ce défi en se fixant cette ambition, alors moi je suis sûr que dans 10 ans, l'Alsace sera la première région européenne 100% énergie renouvelable. Et là, on aura un message très fort à adresser au reste de l'Europe en disant « Regardez, c'est possible, on l'a fait », comme les Américains ont montré aussi que c'était possible en ouvrant la voie de l'espace. Alors, on parlait du plan de relance. Il y a Myriam qui nous envoie un message, une question qui dit « Bonsoir à tous les quatre. Après les étudiants, passons aux entrepreneurs. La CEA a lancé son fameux plan de rebond, mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les difficultés liées à la Covid pour tous ceux qui doivent redémarrer et qui sont appauvris ?» Le plan de relance. Le plan... Peut-être avant de parler du plan de relance, moi j'aimerais juste dire qu'on avait mis en place quand même un fonds d'urgence exceptionnel en faveur de la filière touristique, je vais y arriver, à hauteur de 4,8 millions et qui effectivement n'a pas soutenu toutes les entreprises, toutes les industries, etc. Ça a soutenu principalement les restaurateurs, les hôteliers, les fermiers aubergistes, etc. Mais c'est quand même 4,8 millions qu'on a injecté dans l'économie et qui a permis à des restos, à des hôteliers, à des fermiers aubergistes, à des campings aussi, de ne pas effectivement mourir, il faut appeler un chat, et aujourd'hui de rouvrir, alors même s'ils arrivent qu'à rouvrir une partie de la terrasse, puisque c'est la règle aujourd'hui, mais demain, dès le 9 juin, si mes souvenirs sont exacts, ils pourront ouvrir le restaurant. Donc c'est ce qu'on a souhaité faire, c'est injecter de l'argent dans l'économie au niveau du fonctionnement pour qu'ils tiennent, pour que ça tienne bon. À côté, bon, l'État on a injecté beaucoup plus, soyons honnêtes, mais nous on tenait à en injecter au niveau local pour qu'au niveau local on puisse effectivement avancer. Alors ça c'était avant le plan de relance. Et sur le plan de rebond, c'est 330 millions sur 3 ans, ce qui fait à peu près 10 millions qu'on va injecter dans l'économie alsacienne via effectivement des subventions. Donc il y aura des dossiers à remplir, il y aura effectivement des dossiers qui seront étudiés, et en fonction de l'étude et de la pertinence, j'allais dire, du dossier, on aura effectivement des subventions à attribuer. Alors, Patricia, tu étais autrefois restauratrice à Riedisheim. Oui, tu avais le restaurant de l'Étoile. L'Auberge de l'Étoile, oui. L'Auberge de l'Étoile. Bon. Qu'est-ce que la CEA aujourd'hui... Parce que les restaurateurs, comme beaucoup de professions, ils sont dans l'attente de la reprise, voilà. Comme tous les commerçants et comme beaucoup d'artisans. C'est vrai qu'il est temps pour eux de pouvoir refonctionner. Les commerçants, ce ne sont pas des gens qui vivent de subsides ou de subventions. Les commerçants sont des gens qui ont envie de travailler, qui ont besoin du contact avec leurs clients. C'est ça qui les fait vivre, c'est ce contact journalier avec leurs clients. Et ils ont besoin d'exister. Et c'est vrai, même les subventions, ce n'est pas des professions qui sont habituées à toucher les subventions. Donc là, effectivement, l'ouverture est plus qu'essentielle pour eux. Oui. Il est question de survie pour toutes ces branches commerçantes. Bien sûr. C'est ce que les restaurateurs demandent aujourd'hui. Ils demandent à pouvoir retravailler normalement et pas nécessairement des subventions. Ce n'est pas des subventions, ils ne veulent pas quémander, ils veulent travailler. Travailler et retrouver leur ambiance de travail, parce que c'est vrai, tenir un restaurant, tenir un commerce, il y a toute une histoire de convivialité, il y a un échange qui est fait, ce sont des générations parfois de familles qu'on suit et qu'on accompagne, donc c'est primordial pour eux de pouvoir ouvrir et pouvoir travailler vraiment à temps complet. Et surtout que c'est quand même des professions qui vraiment avaient respecté le jeu, les petits commerçants avaient respecté le jeu pendant tout le confinement. Donc là, c'est vrai qu'ils se sentaient vraiment pris, ils culpabilisaient parce qu'on leur faisait porter un peu le chapeau de la situation, alors qu'en fin de compte, ils avaient vraiment pris toutes leurs précautions pour accueillir leurs clients en bonne et due forme. Oui. Alors, le plan de rebond,
ce qu'il faut dire aussi à nos concitoyens, c'est que le plan de rebond, ce n'est pas simplement des aides pour continuer à rester fermé. Hein. Ce n'est pas le but de ce qu'avait développé l'État avec le fameux fonds de solidarité, le PGE, le prêt garanti par l'État, ou encore l'activité partielle, hein, qui est en fait du chômage partiel. Bon. Là, le plan de rebond, c'est véritablement pour investir dans l'avenir. Hein. C'est-à-dire que une activité qui a été fermée, où on voit que bon, c'est pas facile de redémarrer, eh bien là, on va aider le restaurateur ou l'entrepreneur à investir dans des choses nouvelles. Hein. Pour un restaurateur, ça peut être aussi l'hypothèse de faire plus seulement de la restauration sur place, mais de la restauration à emporter ou des choses comme ça, voilà, qui lui permettent de diversifier son modèle économique. Et puis pour certaines entreprises, ce sont aussi de nouveaux investissements, beaucoup dans l'environnement, hein, ce qu'on appelle la décarbonation des procédures de fabrication, hein, comment j'arrive à consommer moins de carbone, moins d'énergie fossile dans mon processus de fabrication. Tout ça, évidemment, c'est ce qui accompagnera le plan de relance. Voilà. Alors, j'ai deux questions qui arrivent. L'une de Bernard, qui nous dit... 50 associations du canton accompagnées par le Fonds d'urgence solidarité aux associations. Est-ce que ces associations font-elles un retour des fonds reçus? Et surtout, que font-ils avec? Que font-elles avec? Alors en fait, il n'est pas question de retour. Hein, ça c'est pas possible. Ce qu'on s'est quand même rendu compte sur le terrain, c'est que les associations... Généralement, ils se faisaient le fonds de roulement via les fêtes qui étaient organisées. Et sur certaines fêtes, ils avaient la buvette, dans d'autres, ils avaient un stand crêperie ou voilà, des choses comme ça. Et aujourd'hui, comme les fêtes ne sont pas organisées, finalement, ces associations étaient en stand-by en attendant que ça aille mieux. Pour que l'association ne tombe pas complètement en déshérence. Déshérence, merci, Olivier. Je veux dire, parce qu'il y a quand même des charges fixes, parfois, qui sont liées, hein, les assurances, le chauffage, si l'association possède une salle, etc. Les licences et compagnie, voilà, notamment au niveau des associations sportives. Effectivement, ça fait du bien d'avoir une certaine somme au niveau subvention pour pouvoir continuer à exister et pour qu'elle soit là quand effectivement tout rentrera dans l'ordre. Et surtout aussi pour ne pas perdre toute cette manne de bénévoles. Parce que ces associations, c'est quand même la vie dans nos villages, dans nos villes, c'est quand même eux qui nous font vivre, hein, qui nous accompagnent. Donc c'est important aussi de valoriser ces bénévoles et de les soutenir parce qu'on a quand même envie, parce qu'une association sans ces bénévoles, ça ne marche pas. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on les soutienne et il faut qu'ils retrouvent leurs bénévoles pour vraiment nous apporter c'est toujours pareil, cette convivialité, ces événements où on avait plaisir à se retrouver et qui sont importantes pour nos villes et nos villages. Hein. Et Madeleine, sur les associations, tu es très engagée, toi, à Absheim. Oui, et puis on se rend compte que quand une association veut progresser, eh bien forcément, elle doit aller vers des investissements. Oui. Et on a l'exemple d'équipements nécessaires pour évoluer. Et le département avait systématiquement, au vu des demandes présentées avec les devis, etc., aidé vraiment substantiellement les associations locales. Et ça a permis d'améliorer les locaux, également de les rendre accessibles aux PMR, donc personnes à mobilité réduite, et d'autres, des achats de tentes pour une association qui fait de la compétition sportive. Donc voilà,
Oui, parce que moi j'ai plutôt parlé Covid, mais je reprends le chiffre de la mandature 2015-2020. En fait, sur le canton de Rixheim, il y a eu pour 1 123 000 € de subventions aux associations. Oui. Alors bien sûr, certaines de fonctionnement, et comme le dit Marie-Madeleine, d'autres d'investissement. Des investissements, oui. Nous sommes dotés d'une enveloppe de fonds de solidarité territoriale. Chaque conseiller départemental, donc maintenant conseiller d'Alsace, qui était d'un montant de 50 000 €. Donc 100 000 € qu'on pouvait allouer soit aux communes, soit à des associations pour des projets d'investissement ou différents projets, et puis que nous avons réparti à la demande des associations. Et puis voilà, c'est un de nos rôles de soutenir les associations et les communes pour des petits projets ou des projets plus importants. On a contribué à la réparation de la piste de ski à Riedisheim. On a acheté des maillots pour des clubs sportifs, pour les écoles de musique, pour les apiculteurs. C'est vraiment varié, mais on était là pour répondre à leurs demandes. Et chaque fois qu'ils nous ont contactés, c'était vraiment un plaisir de les soutenir et même de leur proposer, parce que c'est vrai que souvent, les associations n'étaient pas au courant de ce fonds. Et on allait vers eux pour leur apporter vraiment notre soutien. Les associations, c'est le cœur de la vie locale. C'est le cœur, voilà, si on n'a plus d'associations, demain, il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'animation dans nos villages. Et c'est évidemment très dommageable, parce que ça peut paraître énorme quand on dit comme ça 1 million de subventions aux associations sur 6 ans. Mais en réalité, pas tant que ça. Quand on se rend compte ce que les bénévoles des associations apportent à la vie locale, et qui ne comptent pas leurs heures. Et qui ne comptent pas leurs heures. S'il n'y avait pas ces bénévoles et qu'il fallait employer des gens pour faire l'animation que réalisent les associations, pour les communes, mais ça coûterait des centaines de millions d'euros. Oui. Centaines de millions d'euros. Alors, je passe à une autre question. Moi, je voulais juste rajouter, Olivier... Parce qu'il y en a beaucoup, il y a beaucoup de questions qui arrivent. Je vais juste rajouter que, et en même temps, on essaye de respecter l'équité. L'équité. Oui, c'est très important. C'est-à-dire, voilà, on a un canton où il y a 12 communes. Donc voilà, il y a des villes plus ou moins importantes. Il y a aussi, notamment au niveau de la bande rhénane, des communes un petit peu plus rurales. Et donc, mais partout, il y a des associations, donc que ce soit au niveau urbain ou au niveau rural. Donc, on essaye effectivement de distribuer, de répondre évidemment au maximum de demandes. Et puis, si par hasard, on n'arrive pas à répondre à l'une ou l'autre tout de suite, on la garde en mémoire et on la reporter en début d'année de l'année d'après. Alors, une autre question de Marlène. Bonsoir tout le monde, vous représentez, c'est bien, c'est une bonne chose, voilà. Qu'avez-vous fait pour le canton? Merci. C'est quoi notre bilan? Alors, je ne sais pas, on peut répondre à plusieurs fois, parce que finalement, c'est notre bilan à tous. Je vais commencer par une chose peut-être la plus importante dans tout le bilan. D'abord, dire une chose, c'est qu'on a tenu tous nos engagements. Il y en a juste un, vous verrez, qui n'est pas complètement achevé. On vous expliquera pourquoi. Le plus important des engagements qu'on avait pris, c'est évidemment de recréer l'Alsace sous forme de collectivité locale. Il faut quand même rebobiner le film. Revenir, on est en 2015. 2015, l'Alsace a disparu. Elle a disparu, elle est intégrée de force dans le Grand Est par François Hollande. La région Alsace disparaît et il n'y a plus que le département du Haut-Rhin et le département du Bas-Rhin. Bon. Donc il n'y a plus aucune collectivité pour représenter l'Alsace. Il n'y a plus de numéro de téléphone, il n'y a même plus rien sur la carte. Bon. Quand on regarde la carte de France, Alsace a disparu. Bon. Donc nous avons promis, rappelez-vous, on a repris notre slogan, l'Union pour l'Alsace. C'était notre projet, c'était notre ambition, faire l'union de l'Alsace. D'abord parce qu'on est plus fort ensemble, et d'autre part parce qu'il fallait à un moment quand même dépasser les rivalités entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Si vous voulez, à l'heure de la Grande Europe, de la mondialisation, etc., continuer les chicayas entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin, c'était plus possible. Bon. Nous avons fait l'union de l'Alsace, nous avons créé cette collectivité européenne d'Alsace, qui a remplacé, je le rappelle, parce que c'est une question qui viendra, qui a remplacé les conseils
départementaux du Haut-Rhin et du Bas-Rhin. Donc on a fusionné 2 conseils départementaux pour faire une nouvelle collectivité avec de nouvelles compétences. On en avait promis 3. Le transfert des autoroutes, pour pouvoir mettre en place la taxe poids lourd. Le transfert de la compétence enseignement linguistique, pour pouvoir avoir davantage de profs bilingues. Et nous avions demandé le transfert, promis, le transfert de la coopération transfrontalière pour pouvoir faire des projets avec nos amis suisses et allemands. Eh bien, on l'a fait. On a tenu les 3. On a fait les 3 et on a obtenu les 3. Il a fallu se battre. D'abord, il a fallu que les 2 conseils départementaux s'entendent entre eux autour d'un projet. Et puis ensuite, il a fallu qu'au niveau de l'État, on aille convaincre le président de la République, le Premier ministre, et puis nos collègues à l'Assemblée nationale. Moi, je peux vous dire, en tant que député, quand on dit qu'il faut une loi pour l'Alsace, parce que l'Alsace veut retrouver son statut de collectivité locale, il y a plein de gens en France, d'autres députés, qui nous ont dit, attendez les gars, vous n'êtes pas des Corses, pourquoi l'Alsace, dans ces cas-là, pourquoi pas le Languedoc, parce que l'Occitanie, c'était pas la joie non plus, dans la grande région. Il y en a qui ont dit, ah oui, mais dans ces cas-là, pourquoi l'Alsace et pourquoi pas le Pas-de-Calais, parce que la région Hauts-de-France, c'était pas la joie non plus. Enfin, si vous voulez, il y a eu de grands débats et nous avons réussi à faire ce que nous souhaitions, recréer cette collectivité urbaine d'Alsace. Mais c'est quand même pas le seul bilan. On peut parler... je ne sais pas, en matière sociale, Patricia, ce qu'on a fait sur le RSA. Non, sur le RSA notamment. Oui, nous avons institué ce Juste 3. Donc, nous avons fait des contrôles RSA qui nous ont permis de faire des économies monstres également. Donc, nous avons également demandé à ce que les bénéficiaires de RSA soient bénévoles dans des associations, non pas pour un travail caché ou un travail comme certains l'avaient dit, mais pour essayer de les revaloriser, pour essayer de les remotiver. Parce que souvent, c'est vrai que quand vous perdez l'habitude de vous lever à 8 h du matin, ou vous êtes plus sociabilisé, il faut le reconnaître. C'est vraiment un engrenage qui n'est pas bien. Donc, pouvoir reprendre confiance en soi, aller vers une association, c'est déjà un début de travail. De reprendre confiance en soi, de se responsabiliser. Et souvent, ça a permis effectivement à des personnes également, par ce biais-là, de retrouver du travail ou de trouver de nouveaux points d'intérêt, de reprendre confiance en soi et en se mémorisant qu'ils ont des capacités, qui sont vraiment... Et ça a permis. Et après, c'est vrai qu'on a institué également ce RSA vendange, RSA cueillette, qui a permis à certains bénéficiaires de faire ces périodes de vendange, cueillette ou asperges et ne pas perdre leur droit au RSA. Parce que souvent, pour un petit surplus, en ayant travaillé que quelques heures, ils étaient perdants. Donc effectivement, pour vraiment les motiver, on avait fait de ce fait qu'ils puissent garder leur RSA et c'était un complément en plus. Marc Alors moi, j'invite la personne qui a posé la question à lire notre premier tract, du moins l'intérieur de notre premier tract, ou carnet de campagne, c'est plutôt comme ça que nous appelons ça, où il est clairement mis ce que nous avons fait entre 2015 et 2021. Alors non seulement c'est les actions qu'on a réalisées, alors bien sûr on n'a pas mis tous les détails. Tu peux donner un exemple, par exemple en matière d'environnement, peut-être que les gens au niveau de l'environnement, sont très sensibles à ce voilà, genre de 7 choses. millions d'euros pour la transition énergétique, soutien financier à 20 projets de plantation d'arbres et de vergers, etc. Lancement de la plateforme APRO-Alsace, équipement des collégiens en tablettes numériques. Bon, ça, c'est pas au niveau environnement, mais voilà. C'est du scolaire. Donc, et voilà. C'est pour nos et jeunes. bien évidemment, on s'est occupé également des collèges, de l'entretien des collèges, et puis de l'entretien de la voirie. Parce que la voirie, quand même, coûte relativement cher aussi. Un exemple peut-être concret, Madeleine, qu'est-ce que le département a pu faire pour Absheim dans les relations avec Absheim, la commune de Absheim? Vous aviez des projets, je crois, qui ont été accompagnés, subventionnés. Oui, il y a eu des financements, notamment pour la voirie, également pour la rénovation de la chapelle Notre-Dame-des-Champs, qui a été vraiment bien encouragée aussi. Au niveau donc des associations, je sais que pour le club canin,
pour une association, les viticulteurs amateurs, il y a un dossier également qui a été pris en compte récemment. Et au niveau du tri-club, voilà. Ensuite, au niveau de la commune, il y a certainement encore eu des aides qui m'échappent là maintenant pour le coup, mais je sais qu'au niveau collège, les tablettes numériques ont été très appréciées. Voilà. Patricia, tu voulais rajouter juste sur ce qu'a dit Madeleine, en fait, ce que tu as dit pour Absheim, c'est vrai pour la plupart des communes. On a vraiment essayé, comme le disait Patricia tout à l'heure et Marc, on essaie d'être équitable, c'est-à-dire de donner à chaque commune ce dont elle avait besoin en fonction justement de ses besoins. Patricia, excuse-moi. Je disais justement, oui, par rapport au collège, par rapport aux tablettes, c'est vrai que le collège Rixheim a été préfigurateur pour la mise à disposition de tablettes. Donc tous les collégiens sont équipés. Et même pendant la période de Covid, on a essayé d'équiper les collégiens qui n'en avaient pas. Donc le département a fait des prêts de tablettes et d'ordinateurs aux collégiens qui, dans leur famille, n'avaient pas. Parce que c'est vrai qu'avec les programmes à domicile, souvent certaines familles, les enfants n'étaient pas équipés, ou quand il y avait des fratries, ben oui, on ne peut pas demander à avoir un ordinateur pour 3 ou 4 enfants. C'était impossible. Donc on avait fait également cette mise à disposition de tablettes pendant le Covid pour les familles qui en avaient besoin. En fait, notre souhait, c'est vraiment de laisser personne au bout du chemin. Que ce soit les jeunes, que ce soit les collégiens, que ce soit les personnes d'un certain âge. Voilà, donc au niveau des EHPAD, parce qu'il faut... Alors on va en parler, c'est la question de Joris qui me dit « Bonjour à tous, quid de la dépendance de nos aînés dans les prochaines années? Les baby-boomers seront bientôt concernés et les places en établissement de type EHPAD ne sont pas assez conséquentes. Quelles sont les mesures que peut prendre la collectivité européenne d'Alsace ?» Mais je pense qu'il va falloir réfléchir. Les EHPAD, effectivement, ne seront plus ou moins dépassés. Il faut se rendre compte qu'actuellement, les personnes sont de plus en plus âgées. Ils repoussent l'âge et lorsqu'ils arrivent en EHPAD, c'est souvent une fin de vie où ils sont dans des situations médicales déjà de plus en plus dépendantes. Donc c'est vrai que nos EHPAD devraient plutôt partir, c'est mon point de vue, plutôt en style d'EHPAD médicalisé. Ou pour leur éviter ce parcours de va-et-vient vers les hôpitaux, c'est vraiment très dur à supporter pour ces personnes. Quand il faut appeler une ambulance et faire partir en pleine nuit une personne âgée vers un hôpital pour un problème respiratoire ou des problèmes mineurs, c'est une souffrance. Donc il va falloir penser plutôt à médicaliser une partie de nos EHPAD. Et après, c'est le maintien, c'est de favoriser le maintien à domicile. Maintien à domicile en offrant vraiment toute la planète de services qu'on peut leur rendre. Et essayer de construire plus de résidences seniors ou lorsqu'on est en couple, c'est vrai, partir en EHPAD en couple, c'est dur, se retrouver en couple dans une chambre séparée, c'est pas évident. Donc je pense qu'on doit inventer vraiment la solution de résidence senior avec des services conjoints, même social. D'accord. Parce que là, actuellement, les résidences seniors actuellement ont un coût très élevé. EHPAD médicalisé, il y a résidence senior et puis maintien à domicile. Voilà. Essentiellement maintien à domicile. Après, la question que pose Joris, c'est quelles sont les mesures que peut prendre la CEA? Qu'est-ce que la CEA va faire dans ces domaines? Alors concrètement, déjà pour le maintien à domicile, c'est ce qui se passe actuellement. On monte des douches. D'accord, pour les personnes âgées. Donc c'est un truc qui se fait assez facilement, je crois, en une demi-journée. En une demi-journée, il y a un montage de douche avec une location. C'est ça. Donc il peut après être nouveau démonté et replacé dans n'importe quelle configuration de d'autres choses, mais c'est juste un exemple. Alors, on finance évidemment les associations type APAMAD, APALI, etc. Moi, je voudrais revenir sur le fond aussi, quelles sont les propositions de notre projet.
on sait qu'aujourd'hui, en fait, il y a deux failles dans le maintien à domicile. C'est le manque aussi de médecins. La première faille, c'est le parcours du combattant pour essayer de mettre en place l'ensemble des services lorsque un membre de notre famille devient dépendant. Ouais. Alors, il faut courir à droite, courir à gauche, le portage des repas, les soins infirmiers, la toilette, l'aide ménagère, le passage du médecin, voilà, les accompagnateurs, etc. C'est trop long. Voilà. C'est trop long, trop complexe. On doit être plus réactif dans la réponse. Et... Voilà. Il faut un guichet unique. Moi, je dis, il faut un guichet unique. Vous avez papa ou maman qui devient dépendant. Vous devez avoir une seule porte d'entrée à laquelle vous sonnez et à l'intérieur, on met en place une solution sur mesure pour le maintien de la personne âgée à domicile, qui peut aller même vers de l'EHPAD à domicile, voire de l'hospitalisation à domicile. Et puis la deuxième faille qu'il faut combler aujourd'hui, et je pense que c'est le rôle d'ACEA également, c'est qu'ensuite il faut coordonner le système. Oui. Voilà, il ne s'agit pas simplement de mettre le système en place, il faut ensuite que les acteurs se parlent. Lorsque l'aide ménagère constate qu'une personne âgée ne prend pas ses médicaments ou qu'elle a une nouvelle difficulté motrice, etc., il faut qu'elle puisse en parler à l'infirmière, il faut qu'elle puisse en avertir le médecin qui va venir pour refaire une évaluation des besoins de la personne. Et je crois que c'est vraiment ce système-là qu'il faut qu'on mette en place. Sinon, on n'arrivera pas à maintenir les gens à domicile. Oui. Et moi, la difficulté que je rencontre en tant que conseillère municipale déléguée à la solidarité aux personnes âgées aussi à Redisheim, c'est surtout les personnes isolées, les personnes âgées qui sont seules. Et moi, je suis souvent confrontée, c'est un casse-tête, parce qu'effectivement, nos lois françaises, on ne peut pas obliger une personne à avoir soigné, on ne peut pas obliger une personne à demander des aides. Et souvent, je me trouve dans ces situations où vraiment la personne, on ne peut plus la laisser à domicile. Mais du fait qu'elle refuse, eh ben, on se trouve... Moi, je me suis trouvée dans une situation où je me suis sentie impuissante. Impuissante parce que quel est mon droit? Quel est mon droit pour forcer cette personne soit d'aller en EHPAD, soit d'accepter un accompagnement et des aides à domicile? Oui. Et ça, c'est... C'est très dur. C'est dur. C'est dur. Très dur. C'est dur. En tout cas, la dépendance, l'autonomie des seniors, c'est vraiment le chantier des 6 prochaines années. Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, la génération du baby-boom, elle arrive non seulement à l'âge de la retraite, mais maintenant bientôt à l'âge de la dépendance. Donc, si on n'arrive pas, en tout cas pour les premiers de la génération du baby-boom, ils vont arriver à l'âge de la dépendance. Donc, si on n'arrive pas à mettre ce système en place, ça veut dire qu'il y a toute une génération qui va périr à domicile dans une situation sanitaire et de salubrité catastrophique. Je pense qu'on ouvrira souvent des portes de domicile et on trouvera des personnes âgées qui sont décédées depuis plusieurs jours chez eux. Ça sera un drame humain. Oui. Donc on a un objectif et je le dis parce que quand je vois les programmes de beaucoup d'autres personnes qui se présentent aux élections pour le Conseil d'Alsace, il y en a peu qui prennent des engagements aussi fixes et aussi fermes, aussi ambitieux pour les seniors. Alors, une autre question, parce que ça... Il y a aussi le service qu'on va mettre en place alsacien, comment il s'appelle ? La proximité, oui. Ouais, c'est-à-dire, en fait, on va mettre en place un service... de façon à chaque concitoyen... à pas plus de 20 minutes, puisse trouver un référent d'un service public à apporter une réponse. Et puis ce qui est intéressant aussi, Olivier, c'est que depuis la création de la CEA, on a divisé l'Alsace en 7 territoires. Oui. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, nous, par exemple, moi je suis vice-président du territoire de l'agglomération de Mulhouse, donc qui regroupe en fait les 39 communes de L2A. Oui. Et je veux dire, on est au cœur même des problèmes, alors de notre canton bien sûr, mais d'autres cantons aussi qui se trouvent effectivement sur le territoire de l'L2A.
Et donc ça aussi, c'est de la proximité. C'est effectivement, on a un référent social, on a un référent route, on a un directeur bien sûr qui s'occupe de tout ça. Et je veux dire, l'équipe n'est pas au complet pour l'instant parce qu'à terme, on devrait avoir une équipe d'une dizaine de personnes pour justement pouvoir pratiquer la solidarité et la rapidité aussi du traitement des dossiers. Parce que c'est vrai que souvent on attend une réponse sur un dossier qu'on a envoyé il y a quelque temps, et puis le temps qu'on trouve d'ailleurs le bon interlocuteur, c'est parfois compliqué. Voilà. Tout à fait. Alors, Marthe nous pose une question. La CEA, pourquoi pas? Mais qu'en sera-t-il du millefeuille administratif et du nombre de représentants et fonctionnaires qui coûtent énormément à la collectivité? Alors, est-ce que cette collectivité européenne d'Alsace, elle va faire des économies, Marc? Alors, elle a déjà fait des économies. Oui. D'accord. Parce que les régions, ce n'est pas le cas. Hein. Les régions nous avaient annoncé plein d'économies et puis la Cour des comptes est passée derrière. Et en fait, on s'est rendu compte que ça coûtait plus cher quasiment après qu'avant. Hein. On a déjà fait des économies. On a également remboursé des emprunts beaucoup plus vite que prévu, de l'ordre d'une centaine de millions d'euros, sans augmenter effectivement la pression fiscale. D'accord. Donc oui, effectivement, ça c'est un début, on continuera à faire des économies. On a essayé sur beaucoup de services de converger entre le Haut-Rhin et le Bas-Rhin. Ce n'était pas très très facile parce qu'il y avait des habitudes dans le Haut-Rhin et des habitudes dans le Bas-Rhin. Donc on a convergé dans ces services-là. On a toujours pris, on a convergé vers le haut, c'est-à-dire jamais vers le bas. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nos agents sont aussi motivés à aller de l'avant, etc. Et sans augmenter les salaires. Hein. Je veux dire, c'est pas la masse salariale n'a pas augmenté pour autant. Non, puisqu'il y a eu un glissement également vu l'âge aussi. Les départs de retraite n'ont pas été vraiment remplacés aussi. Hein, donc avec ce glissement de l'âge et des départs en retraite. Et puis après, c'est vrai qu'au niveau autant du 68 et du 67 déjà avant, on avait déjà fait chaque département depuis 2015, on avait fait des économies. On avait vraiment fait des économies de fonctionnement et qui seront maintenues. Hein. Oui. Et en complément, l'Alsace était d'ailleurs toujours statistiquement classée dans bon élève. Quant au nombre de fonctionnaires ramenés à X 1000 habitants par rapport à d'autres régions de France ou départements de France. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai, ces économies de fonctionnement nous permettent également cette année d'augmenter nos fonds en investissement, qui sera également un rebond économique pour nos entreprises et pour nos artisans ici en Alsace. Oui. Alors, je terminerai juste en rappelant que, en fait, la collectivité européenne d'Alsace, c'est déjà dans le millefeuille administratif la suppression d'une collectivité. Parce qu'on avait 2 collectivités, 2 conseils départementaux, on n'a plus que la collectivité européenne d'Alsace au-dessus, donc on a déjà une collectivité qui disparaît, c'est important de le dire. Bien sûr, ce n'est pas la grande révolution territoriale. Vous savez que nous, on serait plutôt pour qu'à un moment ou un autre, on puisse aussi récupérer les compétences de la région. Voilà, le jour où le Grand Est disparaîtra. Mais ça permettra véritablement de supprimer encore non seulement une collectivité, mais surtout une strate, ce qui est plus important encore. Mais voilà, on espère tous que ce jour arrivera quand ça ne dépend pas malheureusement simplement de nous. Quoi. Alors juste quelques précisions sur le budget encore, hein, parce que j'ai retrouvé des investissements en progression continue, 120 millions d'euros. Donc en 2020, là je parle du dernier budget, et un désendettement continu, c'était pas 120, c'était 170 millions que effectivement on s'est désendetté. D'ailleurs, pour mémoire, en 2015, on était à 438 millions d'euros, et aujourd'hui, au 31 décembre, là c'est 2019, on est à 325 millions d'euros. Donc c'est bien la courbe qui baisse.
Très bien. Alors, Pascal, j'essaye de prendre des questions d'un peu tout le monde. Il y a Myriam qui nous a reposé une question, mais on reviendra peut-être à la question de Myriam tout à l'heure sur les associations. Il y a Pascal qui nous pose une question. On nous incite aux véhicules électriques, mais nous avons moins de 10 bornes de recharge rapide en Alsace, bien trop peu pour être vraiment incitatif. Comment peut faire la CEA pour développer les déplacements doux? C'est vrai ça, on est maintenant propriétaire de nos autoroutes. Alors si on veut aller avec le véhicule électrique, parce qu'on aura bientôt une région 100% énergie renouvelable, voilà, mais il ne faut pas qu'on tombe en panne sèche au milieu de l'Alsace. Alors certes, l'Alsace, c'est pas très grand, mais quand même, ça peut faire 200 km ou 250 km du nord au sud. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On donne la parole à Madeleine, qui est vraiment bénéficiaire, qui a l'habitude de la voiture électrique. Voilà, moi j'ai Madeleine. moi j'ai une petite voiture électrique ancienne. Il est vrai que l'autonomie est très faible, mais c'est un outil formidable pour se déplacer localement, et je recharge donc systématiquement chez moi à la maison le soir. Par contre, on est en train d'étudier au niveau des communes, au niveau des intercommunalités, l'intérêt d'implanter stratégiquement et intelligemment des bornes de rechargement. Je sais que le syndicat d'électricité et du gaz du Rhin a également enclenché une étude pour, comment on peut dire, harmoniser les possibilités de bornes à charge rapide notamment. Donc, à mon avis, ça va très vite se structurer et les bornes vont se démultiplier. Alors, c'est bien parce que... en fait, il va y avoir un plan d'investissement. C'est la question de Pascal. C'est effectivement, si on prend la voiture électrique, qu'on fait, je ne sais pas, Absheim, Wissembourg, voilà, c'est faire en sorte que quand on revienne à Colmar, on ne soit pas obligé de pousser la voiture entre Colmar et Absheim, hein, c'est quand même mieux. Voilà, donc, et la question de Pascal, c'est quels sont les engagements qu'on prend? Il ne dit pas, mais en gros, il dit moi je voterai pour vous si vous mettez des bornes. La CEA, elle est compétente en autoroute. Alors la question, c'est est-ce qu'on peut s'engager ce soir vis-à-vis de Pascal, et pas seulement vis-à-vis de Pascal, mais aussi vis-à-vis des autres, de dire voilà, si on est élu, on va pousser ça, et la CEA, elle va mettre en place des bornes électriques le long des autoroutes et des routes qui appartiennent à la collectivité européenne d'Alsace. Et il y en a beaucoup. Hein. Mais effectivement, parce que se retrouver en panne en pleine campagne, c'est pas il y a 1000 km de route. Hein. On a 1000 km de route en Alsace qui appartiennent à la collectivité européenne d'Alsace. Donc est-ce qu'on s'engage à mettre ces bornes de recharge? Moi, je pense que oui. Oui, bien entendu. Bon, ben voilà, Pascal est content. On prend l'engagement ce soir vis-à-vis de lui. Mais je pense aussi qu'il faut effectivement, Olivier, la CEA pourra mettre effectivement des bornes en place, mais également il faut regarder ce que font les communes. Avec les communes, bien sûr. À Rivisheim, on a déjà mis 2 devant la mairie. Et on peut aussi peut-être arriver à subventionner ces investissements. Tout à fait. C'est-à-dire, donc, je pense que demain, si quelqu'un prend la voiture à Absheim pour aller à Wissembourg, d'ici quelques temps, on aura assez de bornes pour qu'il puisse revenir à Absheim sans devoir la toucher. Je pense que il attend aussi qu'on en mette sur l'autoroute pour ne pas être obligé de sortir à Strasbourg pour aller à Strauchtersheim, se brancher sur la borne à Strauchtersheim avant de reprendre l'autoroute et de partir à Absheim. Bon. Mais donc Pascal, et tous les autres d'ailleurs, on s'engage à ce qu'on puisse mettre ces bornes de recharge dans les 6 prochaines années. Sur les aires, oui. Sur les aires, pour favoriser évidemment, comme on peut accompagner les communes pour mettre en place ces bornes de recharge, pour favoriser les déplacements doux. Alors, on continue. David. Alors David, il nous dit, on dit que le département s'occupe du social. Mais où étiez-vous pendant la crise Covid? Il a fait quoi le département, Patricia? Alors, déjà, nous avons distribué plus de 4 millions de masques aux Alsaciens. 4 millions de masques. Oui, chaque famille a été dotée de 2 masques.
qui a été distribué, qui était souvent fait également par les bénévoles dans chaque commune qui ont aidé pour y construire. Après, on a distribué 265 000 surblouses pour les soignants. Les surblouses. 260 000. 265 000. 265 000. Surblouses. On a également, pour soutenir les personnels en EHPAD et les services à domicile, on a également versé une prime exceptionnelle pour un montant de plus de 13 millions de primes exceptionnelles pour ces personnels. Oui. Voilà. Puis il me semble que la présidente du conseil départemental du Haut-Rhin a également facilité le transfert des personnes malades vers l'Allemagne et vers les hôpitaux en Suisse. Tout à fait. Il faut dire qu'elle a été vraiment d'un grand soutien. D'un très, très grand soutien. Tout à fait. Et on ne peut que la remercier, Brigitte. Brigitte Klinkert, qui a décroché son téléphone et qui a obtenu des lenders transfrontaliers. Qui acceptent d'accueillir nos personnes malades qui étaient vraiment dans un état critique. J'ai quelques chiffres, Olivier, quand même. Oui. En fait, l'aide du département au niveau du Covid, c'est 21 millions d'euros sur le territoire du Haut-Rhin. Oui. Et là-dedans, il y a ce que, bien sûr, Patricia a cité, mais il y a aussi en faveur des EHPAD les tests sérologiques, des subventions pour les visites famille, enfin pour faire en sorte que les familles puissent visiter les résidents. Voilà, des subventions pour faire face aux difficultés de trésorerie, du matériel médical, etc. etc. Donc 21 millions d'euros, c'est pas qu'on était absent. On était bien présent. On était bien présent, on a essayé d'être divers strates de... alors, est-ce que ça veut dire, si les gens se posent la question, qu'on était peut-être un peu moins sur les plateaux de télé que d'autres personnes qui ont beaucoup fait de la communication, mais que le conseil départemental, lui, il avait les pieds dans la glaise. Il aidait de manière très concrète les soignants et les malades. Les soignants, les malades, c'est exactement ça. Que ce soit les personnes âgées, que ce soit les centres médico-sociaux, que ce soit nos établissements accueillant les enfants, il faut le dire, nos MEX. Et puis on peut que tirer un grand coup de chapeau à tous ces personnels qui étaient présents, qui n'ont pas compté leurs heures, qui ont été soudés et qui ont maintenu leur fonction coûte que coûte. Nos enfants qui étaient placés ont été très bien accueillis, nos personnes âgées aussi. Tous ces personnels soignants, médico-sociaux, tout le monde était vraiment présent et plus que présent. Malgré la fatigue, malgré tout ce qui incombait, il y avait une forte solidarité entre eux et c'est vrai qu'on ne peut que les féliciter. Ils ont bénéficié de primes par la suite. Mais pendant la période Covid, c'est vrai qu'on nous a certainement très peu vus sur les plateaux télé. Notre boulot, et c'est d'ailleurs le boulot d'un conseiller d'Alsace, c'est pas d'être sur les plateaux télé ni à la radio, c'est plutôt d'être effectivement sur le terrain. Tout à fait. Et nos chefs de service, je peux vous dire que souvent, je pense que certains ne fermaient même pas l'œil de la nuit pour être omniprésents et pour pouvoir trouver des solutions. Donc, conclusion, pour David, le conseil départemental, le conseil d'Alsace, il n'était pas planqué à l'ombre, il n'était pas planqué sur les plateaux télé à faire les kékés de la communication, il était aux côtés des malades et des soignants pour faire des transferts de malades, pour donner du matériel aux soignants, pour protéger les gens et faire que les services fonctionnent normalement. Et faire en sorte que les services continuent à fonctionner, notamment tous les services à la personne, toutes les personnes qui étaient à domicile, isolées, etc. Tout ça, ça a fonctionné. Je crois qu'on peut remercier le conseil départemental, le conseil d'Alsace d'avoir tenu bon. Et je rappelle que la crise n'est pas finie, donc soyons prudents. Voilà, on espère que le gros est derrière nous, mais continuons à être mobilisés, attentifs et à prendre soin les uns des autres. Alors, je passe de la santé à la sécurité. C'est Joris qui nous dit comment la CEA peut-elle accompagner les communes dans la lutte contre les incivilités ? Aide à l'armement des polices municipales, prise en charge des formations, vidéoprotection. Il rajoute la vidéosurveillance marche bien, preuve en est à Rixheim. Alors je voudrais juste
avant de donner la parole à Marc et à Patricia, dire que, bon, on vit quand même une époque très difficile. Oui, une époque très difficile. Il y a des incivilités. Est-ce qu'il y en a plus ou moins qu'il y a 10 ans? Moi, quand je regarde les choses à Rixheim, je dirais qu'il y en a un peu moins qu'il y a 10 ans. Elles ont changé. Je me souviens quand j'étais jeune maire de Rixheim, 2008, à la Rotonde, ça cramait toutes les nuits. Toutes les nuits, les pompiers sortaient, et parfois étaient caillassés, la gendarmerie était caillassée, etc. Aujourd'hui, je touche du bois, ce n'est plus le cas. Ça ne veut pas dire que les incivilités ont disparu. Il y a beaucoup de petites incivilités. Les gens qui jettent les déchets partout, à droite, à gauche. Il y a encore des dégradations sur du matériel urbain. Voilà, parfois des bancs qui sont dégradés, des abribus, etc. Il y a du trafic stupéfiant. Voilà. Il y a de la radicalisation religieuse. Ça, c'est très grave, parce que ça peut aller vers le terrorisme. Je le dis tout de suite, la CEA, la Collectivité Européenne d'Alsace, ne peut pas tout faire là-dessus. Elle n'est pas compétente dans ce type de domaine. La sécurité, ça appartient à l'État et aux communes. Ce sont les deux grands acteurs de la sécurité. Et franchement, on doit se retrousser les manches, parce que même s'il y a déjà beaucoup qui a été fait, il reste encore beaucoup à faire. Je le dis notamment sur tout ce qui est lutte contre les trafics de drogue, parce que ce sont de véritables mafias aujourd'hui qui pourrissent nos quartiers. Et puis, bien sûr, contre la violence. Et je pense notamment aux forces de l'ordre. Je pense à cette policière municipale qui a été agressée et blessée aujourd'hui dans cette ville, La Chapelle-sur-Erdre, du côté de Nantes, on ne sait pas si c'est un type mi-radicalisé, mi-fou, etc., qui est rentré dans son bureau, qui l'a poignardé. Bon. Avant de prendre son arme, avec laquelle il a tiré sur 3 gendarmes qui ont été blessés. Ça, c'est inacceptable, c'est inadmissible. Bon. Et donc, il faut évidemment se doter les moyens d'abord de protéger nos policiers, qui sont censés nous protéger, mais surtout d'attaquer le mal à la racine. Parce qu'on ne va pas embaucher des policiers pour protéger des policiers. Parce que sinon, qui protégera les policiers qui protègent les policiers, si vous voulez. Il faut faire en sorte qu'on puisse s'attaquer au mal à la racine. Bien sûr, c'est l'éducation, d'un côté. Il faut que les gens réapprennent à bien se tenir en société, le vivre ensemble, le respect des règles, de la loi, de l'ordre. Et puis derrière, il faut qu'on soit beaucoup plus sévère. C'est ça. Beaucoup plus sévère, si vous voulez. Il y a un problème dans ce pays, il faut le dire. Là-dessus, il y a beaucoup de choses qui devraient être plus durement sanctionnées, avec peut-être des sanctions parfois plus éducatives. Moi, je ne dis pas qu'il faut mettre tout le monde en prison. Moi, je l'ai vu à la Rotonde, quand on a eu des problèmes. C'est beaucoup plus efficace de faire des travaux d'intérêt général, de faire réparer. Les gens qui cassent, ils doivent réparer. Les gens qui salissent, ils doivent nettoyer, etc. On apprend beaucoup plus qu'en allant faire 3 mois de prison. Et puis, derrière, évidemment, pour assurer la sécurité, il faut être en capacité de voir tout ça. Et ça, c'est la vidéoprotection. Et là, je crois que nous avions pris un engagement, on l'a tenu d'ailleurs en partie, d'accompagner le financement des vidéoprotections. Eh bien, nous devons continuer à faire ça. Nous devons continuer à financer de la vidéoprotection pour s'attaquer à ces problèmes de sécurité. Parce que c'est ce qui permet, on ne peut pas mettre un flic, désolé de dire ça, mais derrière chaque arbre et chaque personne. Bon. Par contre, on peut mettre des caméras. Les caméras permettent d'identifier les gens qui font, de dissuader aussi, mais quand les gens passent à l'acte, surtout d'identifier, puis derrière d'aller chercher et de faire en sorte qu'aucune incivilité ne reste impunie. C'est un vrai défi, mais je pense qu'on peut y arriver. Je ne sais pas si Marc ou Patricia, Madeleine, parce qu'on vit tout ça et c'est un sujet qui préoccupe vraiment nos concitoyens au quotidien. Et ça d'ailleurs, je crois qu'on peut prendre l'engagement ce soir aussi, c'est de continuer à subventionner les communes, parce que tu l'as dit à juste titre. Mais on continue. C'est en fait les communes qui sont responsables de la sécurité avec l'État. Nous, l'engagement qu'on peut prendre, c'est qu'on continuera à subventionner
puisqu'on l'a fait l'année dernière, on l'a fait l'année d'avant, etc. Et qu'on continue à subventionner effectivement la mise en place ou l'extension d'un réseau de vidéoprotection. Je voulais également dire à ce niveau-là qu'aujourd'hui, les collèges sont systématiquement mis en vidéosurveillance, bien évidemment à l'extérieur, pas à l'intérieur, mais à l'extérieur. Du moins dans le canton, tous les collèges sont mis sous protégés par la vidéosurveillance. Et je pense que bon nombre, je ne vais pas dire un chiffre, mais je pense que 80% des collèges sur l'Alsace doivent l'être et le reste sera équipé assez rapidement. Très bien. Après, c'est vrai que le fléau, c'est ces trafiquants de drogue qui pourrissent la vie à nos jeunes. Et puis après, également, ce que... Moi, la peur, on sent qu'il y a une violence qui est en train de monter. Il y a une violence intrafamiliale qui monte. C'est vrai qu'on est confronté et on le voit. J'en parle parce que je m'occupe un peu de la protection de l'enfance. Oui. Mais moi, ce qui me choque, c'est d'entendre et de voir le nombre de jeunes adolescents et adolescentes à 14 ans qui errent dans les villes, qui errent à Mulhouse, qui errent à Colmar. Donc, on a un problème de société. C'est un problème. Et comment faire? Parce que ce seront quand même nos majeurs, nos adultes de demain. Comment leur faire reprendre confiance en eux? Comment leur faire pour leur expliquer qu'ils sont sur une mauvaise voie, que ce n'est pas la solution, que l'école, en fin de compte, ce n'est pas une prison. Ils sont là pour apprendre à avoir leur indépendance et à s'épanouir correctement dans le monde adulte. Mais c'est vrai qu'effectivement, ça fait peur. Ça fait peur, ce qui nous attend, ça fait un peur. Et il est temps de trouver des solutions pour pouvoir vraiment ramener ce calme et reprendre ces jeunes qui sont en errance et qui ne font plus confiance à personne, ni aux institutions, ni aux adultes, ni même à leurs propres parents. C'est ça. Moi, je vous donne mon expérience de mère. Mon expérience de mère, c'est qu'il y a quand même une grande partie de cette jeunesse dite en déshérence qui est aussi attirée par la drogue à cause de l'argent. Oui, c'est de l'argent facile. C'est de l'argent facile, oui. Quand vous allez parfois dès 10-12 ans véhiculer des petits sachets là, que les dealers mettent dans les buissons pour les amener sur la table de deal, et que vous faites comme ça 30, 50 euros parfois par jour, pour faire le guetteur ou pour faire la manipulation des sachets, c'est quand même difficile d'aller se motiver quand les parents disent travaille dur à l'école, passe ton bac, etc. Et si demain il reste des places à l'usine, tu pourras aller travailler à l'usine pour 1 500 euros par mois. Et encore, pas pour tout le monde, c'est compliqué. Bon. Donc, moi, je pense qu'il faut casser ces trafics, il faut s'attaquer à ces mafias et à ces réseaux. Alors, on le fait dans certains quartiers, on réussit. Alors, c'est un peu le combat, qui n'est jamais gagné, parce que ça déplace. Voilà, il y a un réseau qui tombe, il y en a un autre qui reprend le business. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter. Et franchement, quand on parle de mafia, il faut mettre les grands moyens. Moi, ce que je vais dire va peut-être choquer, mais je m'en fous. Il y a des quartiers, heureusement pas chez nous, mais dans d'autres villes de France, où la police n'ose même plus rentrer. Parce que quand ils arrivent avec leur petite estafette, et puis de l'autre côté, vous avez des gars qui sont armés d'armes de guerre. Vous avez des types avec des kalachnikovs. Bon, le policier, il dit, mais écoutez... moi, j'ai une femme, j'ai des enfants, je ne peux pas rentrer, faire le héros et faire une veuve et un orphelin ce soir. Bon. Donc, moi, je pense que protéger nos policiers, c'est aussi leur donner les moyens. Moi, je pense que ces quartiers, parce qu'il faut reconquérir ces quartiers, eh bien, il ne faut pas hésiter à avoir des unités spécialisées, type GIGN, RAID, etc., mais équipées pour ces banlieues, avec des véhicules blindés, avec des armes de guerre. Il faudra quand même accepter. Parce que moi, je le dis souvent, vous savez, même pour les rodéos, là, qui parfois nous pourrissent la vie, les mecs qui passent toute la journée à pétarader, etc. Et que la police n'ose parfois pas prendre en chasse. Parce qu'ils se disent, si le jeune qui est sur son scoot ou sur son quad, sans casque,
il finit par déraper et par se mettre la tête contre le béton. Ensuite, on dira la police assassine les jeunes. C'est ça. Bon. Oui, mais si vous voulez, si on est comme ça, on n'en sortira pas. On n'en sortira pas. Alors, on n'ose pas aller chercher les grands trafiquants parce qu'ils sont armés de Kalachnikov et qu'on dit bah, si on tire, il va y avoir des victimes. On n'ose pas aller chercher les jeunes qui font les cons sur les quads parce qu'on dit si jamais ils jouent au chat et à la souris avec les gendarmes et qu'ils dérapent et qu'ils se cassent la tête sur le béton, on aura un drame. Moi, je crois quand même qu'il faut rappeler dans ce pays, il faut le dire, il faut le rappeler, quand on essaye de fuir la police, on est fautif. On est fautif et on risque sa vie. Quand on a une arme et qu'on menace un policier, on risque d'être tué. Quand on ne se rend pas, quand un policier nous demande de se rendre, on risque d'être tué. C'est une réalité. Si on n'accepte pas ça, alors la police ne sert plus à rien parce que la police ne pourra plus rien faire. Si la police n'ose pas, à un moment ou à un autre, dire attention, le gars il a une Kalachnikov, il peut nous tirer dessus, il faut qu'on tire les premiers, et donc la personne peut mourir. Si on n'accepte pas ce risque, mais alors c'est la fin de la société. Oui. Moi je le dis comme ça, c'est la fin de la société. Donc il faut aussi qu'on apprenne, et moi je suis le premier des défenseurs des droits de l'homme, j'étais dans des associations de défense des droits de l'homme quand j'étais jeune. Je suis encore aujourd'hui président d'une commission au Conseil de l'Europe qui est l'institution qui défend les droits de l'homme, la démocratie, etc. en Europe. Mais à un moment, enfin franchement, il faut quand même qu'on assume, si on veut qu'on respecte la loi et l'ordre, si on veut encore qu'il y ait un État dans lequel on puisse vivre ensemble, il faut accepter que ceux qui désobéissent à la police, ceux qui bravent la police, ceux qui agressent la police, eh bien, prennent le risque d'être tués dans une intervention contre les forces de l'ordre. Voilà. Il faut l'accepter. Alors, je poursuis, puisqu'on a parlé de sécurité. On a Joris qui nous parle du bilinguisme. Il dit « Le Conseil constitutionnel a censuré l'enseignement des langues régionales dans les écoles, quid pour la CEA en matière de bilinguisme ?» Vous voulez que je... Oui, Madeleine. Madeleine. Voilà, je dirais, pour ce que moi j'en ai compris, la censure porte essentiellement sur la notion d'immersion à 100% Tout à fait. dans une langue alsacienne et allemande, et donc qui exclurait l'enseignement du français pendant le temps scolaire. Et je pense que le bilinguisme tel qu'on souhaite qu'il soit pratiqué en Alsace, c'est quand même plutôt la parité, ou alors que, à la limite, on peut imaginer l'immersion, mais à ce moment-là, au niveau de la crèche, de manière à ce que, quand on part dans la scolarité proprement dite, que la notion du français soit réelle, et notamment pour l'apprentissage de l'écriture, de la grammaire et de l'orthographe. Je pense que à ce niveau, c'est comme ça que je le ressens alors. Alors, juridiquement, c'est ça. Hein, c'est une décision qui a été rendue le 21 mai 2021 et qui censure une partie de la loi sur les langues régionales que nous avions votée le 8 avril dernier, juste sur une disposition qui est celle de l'enseignement immersif. L'enseignement immersif, c'est l'enseignement 100% dans la langue régionale. Hein. L'enseignement immersif, il n'y a plus un mot de français qui est utilisé à l'école. Alors, ça existe en Bretagne. Il y en a très peu. Enfin, moi, je n'ai pas d'exemple en Alsace. Je ne connais pas. Ça existe peut-être. Hein. Je sais qu'il existe des crèches. Du côté de Haguenau, me semble-t-il. En tout cas, mais les crèches, ce n'est pas l'éducation nationale. Non, voilà. Donc, voilà. Là, la loi, c'était vraiment l'école primaire, le collège, le lycée, etc. En Alsace, on a fait le choix du bilinguisme. Bilinguisme, c'est bilingue, c'est deux langues. Donc un enseignement
en français et en allemand. L'allemand étant la version écrite de l'alsacien. Hein. Et donc, c'est aussi une chance parce que ça permet de parler la langue des voisins. Hein. C'est la langue que les gens parlent dans le Bade-Württemberg ou dans les cantons de Bâle. Donc, en fait, cette loi, cette décision du Conseil constitutionnel, elle n'aura quasiment pas d'impact sur l'Alsace, puisque la décision a même confirmé une disposition de la loi qui permet aux communes de financer le bilinguisme, et la CEA, bien sûr, qui finance le bilinguisme de manière massive. Donc, oui, je crois que c'est... Il n'y a pas d'inquiétude à avoir en Alsace sur cette décision. On va continuer le bilinguisme, et il n'y a aucun frein à ce qu'on puisse le faire, parce que nous, on fait du vrai bilinguisme, on ne fait pas de l'enseignement immersif. Personnellement, je connais peu l'enseignement immersif, mais je vais vous dire, même quand j'ai voté cette décision, cette loi, je me suis quand même posé la question en disant, mais est-ce que c'est vraiment bien une école où on parle que la langue régionale et plus du tout le français? Moi, je pense qu'il y a toujours un équilibre à trouver. Voilà, je suis un grand défenseur des langues régionales, mais pas au détriment de la langue. Pas au détriment du français, parce que le français, c'est quand même ce qui nous permet de vivre ensemble. Sinon, on repart sur les gens, ils seront d'abord bretons, d'abord corses, d'abord alsaciens, etc. Nous, on a quand même envie de vivre ensemble. On appartient à une nation, cette nation, c'est la France. Ce qui ne nous empêche pas d'être fiers d'être alsaciens, d'être fiers d'être européens, etc. Mais d'autant plus qu'on ne se comprendrait plus. Si tu parles... En plus, on ne se comprendrait plus, tout à fait. Vous savez, si j'arrive à l'Assemblée nationale et que je parle alsacien et que l'autre parle corse et que l'autre parle breton, ça sera compliqué. Ça va être compliqué. Voilà. Alors, j'ai encore une question de Myriam. J'avais promis de revenir dessus. Myriam, elle me dit, je reviens sur la CEA. C'est un peu flou pour moi cette nouveauté, même si je suis alsacienne avant tout. Mais comment ça va se passer avec les subventions, par exemple, qui étaient données avant par la grande région. Même genre de subventions, est-ce qu'elles pourront être obtenues avec la CEA? Elle pense notamment aux associations. Alors, est-ce que, pour les associations, est-ce que les subventions qui étaient données par la région vont être données par la CEA, ou c'est toujours la grande région qui va les donner? C'est toujours la grande région qui va les donner, jusqu'à nouvel ordre. Et évidemment, nous, on peut arriver en complément avec les subventions CEA. Donc sur un projet, je rappelle juste qu'on peut subventionner jusqu'à 80%, et la grande région ne va jamais jusqu'à 80%. Par contre, à 2 ou à 3, on peut arriver à 80%. D'accord. Très bien. Alors, une dernière petite question sur l'Alsace. La question du Concordat, vous étiez engagé à défendre le Concordat, vous étiez engagé à défendre le régime local de sécurité sociale, à défendre le droit local. Qu'en est-il sur ces questions? C'est-à-dire, c'est un engagement qu'on prend de continuer à défendre le Concordat qui, malgré qu'il a été attaqué à plusieurs reprises, d'ailleurs tout ce qui est droit local a été attaqué à plusieurs reprises, spécificité, tient toujours effectivement la route. Et donc, nous, l'engagement qu'on prend, c'est effectivement d'être chez les défenseurs, auprès des défenseurs, et du Concordat, et de la sécurité sociale, et du droit local. On pourrait même espérer que ça serve d'exemple sur le plan français national, que l'évolution favorable de certains textes s'inspire justement de ce qui existe donc depuis très très longtemps en Alsace, notamment pour ce qui est du régime local de la sécurité sociale et même à la limite le droit de chasse qui est vraiment beaucoup plus sain au niveau de l'Alsace-Moselle que quand on voit certaines chasses par ailleurs. C'est vrai que la sécurité sociale est un bon exemple. Jusqu'à preuve du contraire, on est équilibré, voire légèrement excédentaire.
Alors ce ne sera peut-être pas le cas cette année parce qu'avec la crise de la Oui, Covid, oui, mais voilà, c'est une exceptionnelle. C'est une année exceptionnelle. C'est exceptionnel. Il y aura peut-être effectivement un trou là aussi, mais bon, qui est maîtrisé et je pense qu'il peut être rattrapé dans les années. Moi, je peux vous dire qu'on s'y était engagé déjà en 2015 et on l'a fait. Hein. Moi, je me souviens quand il y a eu des attaques de Mélenchon contre le Concordat, on s'est battu bec et ongle. Hein. Et comme dit Marie-Madeleine, on a plutôt montré que ce Concordat, ça pouvait être un exemple. Hein. Bien sûr. D'abord, en Alsace, les cultes s'entendent bien. Voilà, ça donne un droit de regard. Et il y a un droit de regard du politique, de l'administratif, vers la religion. Hein. Ce qui serait assez intéressant, il faut se rappeler que quand Napoléon a accordé le Concordat, ce n'était pas un cadeau qui était fait à l'Église. Pas du tout. C'était un contrôle des cultes. Hein. Tout à fait. Napoléon voulait contrôler les cultes. Il voulait pas que l'Église fasse la promotion du retour à la monarchie des Bourbons. Voilà, il voulait que le culte israélite se tienne bien dans le respect des lois de la République, les protestants aussi, etc. Donc c'était un moyen de contrôler. Hein. Ce que nous avons encore, nous, en tant qu'élus locaux. Si demain, le curé pète les plombs et raconte n'importe quoi contre la République dans l'église, le maire, il est propriétaire de l'église. Hein. Il a les clés. Il peut fermer. Il dit, attendez, si vous racontez ça, c'est fini. Hein. Bon. Et donc, moi, j'ai prôné en tant que député, à l'Assemblée, la loi n'est pas encore complètement votée dans la loi séparatisme, j'ai voté le fait que l'État puisse avoir également ces pouvoirs-là aujourd'hui face à l'islam radical. Parce que c'est le seul moyen de contrôler un peu les choses. Hein. Si vous avez des imams fous qui prêchent n'importe quoi contre la République dans les mosquées, voilà, il faut bien à un moment arrêter le délire. Hein, et protéger les gens et protéger la République. Donc oui, le Concordat, c'est à défendre, la sécurité sociale aussi, et bien sûr, le droit local, c'est ce qu'on a fait. Je me suis même un peu fâché avec Éric Dupond-Moretti, mais depuis on s'est réconcilié, mais sur la commission du droit local, quand l'État a supprimé la commission du droit local, voilà, je suis monté au créneau et j'ai dit attendez, là c'est hors de question, et puis 2 mois plus tard elle était recréée. Hein. Enfin. Ce qui était intéressant dans l'équipe justement, c'est que nous, on est sur le terrain. C'est ça. Et Olivier, il est à Paris. C'est ça. On fait une bonne équipe. Voilà, on est très complémentaires. Alors, on a encore une petite question. On peut se donner encore quelques minutes. Puis après, il faudra conclure, malheureusement. La liaison ferroviaire de l'Euro-Airport est-elle toujours d'actualité ? Voilà. Si oui, les études sont-elles déjà lancées ? Une date est-elle déjà avancée ? Quid de la reprise du flux aéroportuaire post-Covid-19 ? Vous voulez que je réponde ? Oui. Parce que c'est un dossier que tu maîtrises parfaitement. Voilà, un peu comme le lait sur le feu. C'est vrai qu'on le souhaiterait, oui. Oui. Alors, non, d'abord, il faut rassurer les gens. C'est vrai que l'Euro-Airport, vous voyez, on parlait de plein de trucs qui étaient attaqués par Paris. Hein, le Concordat, le droit local, le régime local de sécurité sociale. Bon, l'Euro-Airport aussi est attaqué par Paris. Hein, parce que Paris se dit, oh là là... enfin, ils ont fait semblant de découvrir que l'aéroport était sur sol français pour vouloir imposer le droit français, y compris dans la zone suisse. Hein. Le droit français, c'est-à-dire les impôts, le code du travail, etc. Bon. On a obtenu un traité sur le droit fiscal, donc ça, l'affaire est définitivement réglée. Sur le travail, c'est un peu plus compliqué. On a bon espoir d'obtenir aussi un traité là-dessus pour régler définitivement la question. Maintenant, il y a la question... bien sûr, de la connexion ferroviaire, de la liaison ferroviaire. Elle est toujours sur les rails. Les études sont lancées. On a une déclaration d'utilité publique parce qu'il faut faire quelques expropriations sur le tracé pour faire... C'est pas grand-chose, c'est 8 km de voies qu'il faut tirer. C'est vraiment peu. Mais ça coûte cher. Ça coûte cher parce qu'il faut installer une gare, il faut installer... c'est pas simplement la voie à tirer, il faut faire ce qu'on appelle des sautes-moutons, c'est-à-dire les voies, elles se chevauchent à un moment dans les embranchements,
Voilà, donc il en faut une à l'entrée, il en faut une à la sortie de la gare, vers Saint-Louis et Bâle. Donc, ça coûte quand même à peu près 300 millions d'euros. Hein. C'est pas une paille, 300 millions d'euros. Bon. Moi, je continue à penser que c'est un projet qui en vaut la peine, pas simplement pour Mulhouse, etc. Mais si vous voulez, quand on regarde l'Alsace de manière globale, Strasbourg ne restera capitale de l'Europe que si elle est connectée rapidement à un grand aéroport. Oui. Bon, Ensheim, malheureusement, c'est fini. Enfin, c'est fini. Si vous voulez, ça restera un aéroport aux alentours de 1 million de passagers par an. L'Euro-Airport, avant la crise Covid, on était quasiment arrivé à 10 millions de passagers par an. 10 fois plus important que Strasbourg. Bon. Et donc, l'idée de dire il faut qu'on puisse rapidement aller de Strasbourg à l'Euro-Airport, c'est aussi la capacité de maintenir pour Strasbourg ce statut de capitale européenne qui profite à toute l'Alsace. Bon. Voilà. Donc, oui, on va continuer à se battre pour la connexion ferroviaire de l'Euro-Airport. J'espère qu'elle pourra être effective quand on aura terminé ce mandat, c'est-à-dire dans 6 ans. Évidemment, c'est tard, mais voilà, c'est un projet ambitieux et qui est relativement lourd. Quant à la reprise du trafic, honnêtement, elle ne dépend pas de nous. Hein. Si vous voulez, je sais que les compagnies aériennes ont envie de reprendre le plus vite possible. Hein. Vous voyez, elles ont des avions. Les avions, ça coûte cher quand on les achète, donc il faut les amortir. Un avion, quand ça ne vole pas, c'est un coût pour la compagnie aérienne. Un gouffre. Bon. Voilà, c'est un gouffre. Hein. Bon. Donc, je sais qu'un certain nombre de destinations ont déjà repris. Ensuite, c'est surtout la capacité à se déployer en Europe, à rentrer sans quarantaine dans les pays, qui va faire la vraie reprise du trafic. Parce que si vous voulez partir en vacances 8 jours, mais qu'on vous dit il y a 15 jours de quarantaine, personne ne part. Hein. Si c'est pour rester enfermé pendant 8 jours dans une chambre d'hôtel, vous n'avez pas le droit de sortir, personne ne part. Bon. Donc c'est vraiment le fait qu'on arrive à un moment sortir de la crise sanitaire, à desserrer les contraintes, les quarantaines, etc., qui permettra véritablement au trafic de redécoller au sens propre comme au sens figuré. Voilà, alors, une dernière question. C'est Frédéric qui la pose. Bon, elle est provoque. C'est pas notre président. Non, c'est Frédéric Guerquet, c'est pas Frédéric Biry. Mais ça aurait pu être Biry. Voilà. Ça aurait pu être Biry. Ça aurait pu être Biry. Bon, Frédéric Biry s'y reconnaît bien. Quand l'Alsace sort-elle enfin du Grand Est, cette horreur hollandienne? Ben, je pense qu'il faut patienter encore un peu. Là, nous avons eu la chance, avec la création de la CEA, d'avoir des compétences. Maintenant, c'est à nous de prouver qu'on peut gérer ces acquis et de pouvoir demander après des compétences supplémentaires. Je pense qu'il faut passer par étapes. Et puis montrer vraiment... Ce qu'on peut vous dire, c'est que cette création de la CEA début janvier s'est très bien passée, qu'il n'y a pas eu de guéguerre entre Orinois et Barinois, ce que beaucoup espéraient ou espéraient. On s'entend très bien, les élus qu'on a rencontrés, Barinois et les Orinois, on s'entend très bien et on était partis tous dans la même idéologie, c'est de travailler pour nos concitoyens. C'était de pouvoir proposer les mêmes avantages qu'on habite à Wissembourg ou qu'on soit à Saint-Louis. Et ça, c'est vraiment le travail de fond qu'on tient à faire. C'est d'être à votre écoute et de répondre à vos attentes et d'apporter une politique et puis des services de proximité plus importants. Alors moi, je peux préciser quand même que Frédéric Biry, cette fois-ci, c'est notre président, notre président, oui. A envoyé effectivement un questionnaire aux 2 candidats, donc Brigitte Linkert au niveau des régionales et à Jean Rotner,
en leur demandant ce qu'effectivement ils sont prêts à faire, pour la CEA bien sûr, si le jour où ils seraient élus. Oui. Pour ma part, je crois, alors sauf erreur de ma part, on a aussi croisé M. Castex dans l'enceinte de la CEA, qui lui a été sans langue de bois et nous disait très clairement les grandes régions, c'est pas son truc, et il pense que c'est une ineptie. Bon. Ceci étant, il me semble, Olivier, tu me corriges si je me trompe, qu'on ne peut pas sortir comme ça en claquant des doigts, parce que j'ai vu quand même une profession de foi du RN qui, eux, ça y est, ils mettent, nous, quand on est élu, on sort du Grand Est. Non. Ok, c'est bien, on peut l'écrire, on peut le dire, mais je ne crois pas que ça va pouvoir s'opérer comme ça. Non. Donc, je pense qu'il faut une loi. Deuxièmement, je pense que si ça doit venir, ça viendra. Troisièmement, je crois que c'est beaucoup plus intelligent, effectivement, ce que disait Patricia, de prouver nos capacités, que déjà on sait gérer les compétences nouvelles et d'en acquérir d'autres, même à l'intérieur de la grande région. Oui. Du Grand Est, pardon. Ouais. Donc, voilà. Moi, je vous donne mon point de vue. À la fois en tant qu'ancien vice-président du département du Haut-Rhin et aujourd'hui en tant que président de groupe à l'Assemblée nationale. Moi, je l'ai toujours dit, et si vous voulez, moi, je ne suis pas quelqu'un qui change d'avis au gré des circonstances. Ces grandes régions, moi, j'ai toujours considéré que c'était une grosse connerie. Bon, je l'ai dit, je l'ai même écrit dans la presse, etc. Je l'assume parfaitement. On a voulu faire des grandes régions parce qu'on voulait faire comme les Länder allemands, etc. C'est ça. Sauf que ce n'est pas du tout la même chose. Si vous voulez, le budget de la région Grand Est par rapport au budget du Bade-Wurtemberg, c'est ridicule. Les compétences de la région Grand Est par rapport aux compétences de la région du Bade-Wurtemberg, c'est ridicule. Bon. Parce que ce n'est pas le même mode de fonctionnement, parce que ce n'est pas du fédéralisme, etc. Donc on l'a fait pour de mauvaises raisons. On l'a fait pour de mauvaises raisons. Il faut le dire. Après, en France, quand on fait une connerie, on a souvent l'habitude de prendre 10 ans pour reconnaître que c'en est une, et de prendre encore 10 ans pour la corriger. Ça, c'est aussi un problème dans notre pays. Moi, je me souviens, quand j'ai été élu député en 2017, je suis monté à Matignon, à l'Élysée, j'ai dit qu'il faut absolument recréer l'Alsace en qualité de collectivité locale. Soit on sort du Grand Est, soit il faut qu'on ait un truc un peu à statut particulier pour nous. Bon. Macron a dit pas de sortie du Grand Est. Parce que je ne veux pas redécouper toute la carte des régions. Voilà, c'est un début de mandat, c'est trop compliqué, on a beaucoup de choses à faire, etc. Bon. Par contre, vous avez carte blanche pour essayer d'inventer une collectivité nouvelle. Bon. Honnêtement, entre il ne se passe rien pendant 5 ans et on essaye de créer une collectivité spéciale pour l'Alsace, on a saisi la balle au bon. Ah oui, ça aurait été stupide de ne pas le faire. Hein. Tous ceux qui disaient c'est la sortie du Grand Est ou rien. Moi, je me souviens, c'est pas bien de faire de la politique politicienne, mais quand même. Hein. J'ai quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Laurent Fürst, ancien député de Molsheim. Laurent, il me disait, quand on négociait, ça c'est là, il me disait, c'est le Grand Est, ça c'est la sortie du Grand Est ou rien. Bon, aucun compromis possible. Aujourd'hui, je vois que Laurent est candidat sur une liste, celle de Jean Rotner, pour aller au Grand Est. Dans le Grand Est. Bon. Seuls les investis ne changent pas d'avis, mais quand même. Donc, on a obtenu cette loi. Et je peux vous dire qu'il a fallu aller la chercher avec les dents. Parce qu'on nous a dit, les Alsaciens, vous nous emmerdez. Hein, avec vos trucs, vous voulez un statut particulier, et puis quoi encore. Alors je dis, oui, enfin, on vous emmerde quand même un peu moins que d'autres régions. Il y a d'autres régions, quand ils ne sont pas contents, ils plastiquent les monuments de la République. Il y a d'autres régions, quand ils ne sont pas contents, ils mettent un bonnet rouge, ils foutent le feu aux préfectures, à l'hôtel des impôts, etc. Bon, voilà, enfin, nous, on est bons enfants, on veut juste un truc à nous, hein, qui permette d'être efficace au niveau local et de garantir nos spécificités alsaciennes. Mais on l'a obtenu. On l'a obtenu. Bon. Et bien aujourd'hui, à nous de prouver
que ça marche, que c'est efficace, que c'est performant sur le terrain. Moi, je pense que la sortie du Grand Est, ça doit rester un objectif. Est-ce que ça se fera dans 1 an? Est-ce que ça se fera dans 10 ans? Je n'en sais rien. Voilà, je continuerai à m'engager pour, en ce qui nous concerne, et je suis sûr que toute l'équipe est sur cette longueur d'onde. Maintenant, on a des défis à relever. Et c'est ça l'ambition de cette équipe. Voilà. On ne va pas sauter sur nos chaises pendant 6 ans et dire on veut sortir du Grand Est, on veut sortir du Grand Est. Bon. On veut sortir du Grand Est, ça c'est sûr. Mais derrière, ce qu'on souhaite, c'est faire en sorte que l'Alsace reprenne son destin en main. Pas dans 6 ans ou dans 10 ans, tout de suite. Tout de suite. Bon. C'est ça l'enjeu. On n'a pas parlé d'économie, en tout cas pas beaucoup, mais inventons la Silicon Valley européenne. Faisons en sorte qu'elle soit chez nous. Investissons dans ces technologies que sont l'intelligence artificielle, le quantique, les biotech, les neurotech, dont on voit à quel point elles sont devenues indispensables. Parce que c'est l'emploi du futur pour nos jeunes. Voilà. Faisons en sorte que chaque senior ait une proposition de maintien à domicile et tout un système pour le faire. Voilà. Faisons en sorte que dans 10 ans, l'Alsace soit 100% autonome, 100% en énergie renouvelable. Voilà. Quelques-uns des défis qui sont importants. Et réussir l'Alsace, c'est ça. Parce que c'est ce qui nous permettra, dans 10 ans, de rester une région prospère, avec une bonne qualité de vie, où on laissera personne, comme le disaient Marc et Patricia, au bord du chemin. Voilà, alors, idéalement hors du Grand Est, mais moi je préfère dire que l'important, c'est de réussir ces défis-là, que de dire on a réussi à sortir du Grand Est. Par contre, au niveau économique, au niveau social, au niveau environnemental, c'est une catastrophe. Voilà. Donc, nous, notre programme aujourd'hui, notre ambition, c'est de réussir ces défis. Vraiment, c'est ça. Au service de l'Alsace et des Alsaciens, transformons notre économie, faisons en sorte que demain, on soit ce nouveau cœur économique de l'Europe qui amène emploi et prospérité à nos foyers et à nos jeunes. Faisons en sorte qu'on ait une solution pour chaque senior dépendant en maintien idéalement à domicile. Faisons en sorte que dans 10 ans, on puisse dire on est 100% autonome, en 100% énergie renouvelable. Si on arrive déjà à ça, avec bien sûr les 12 engagements qu'on a pris par ailleurs, mais si on arrive à ça, franchement, ce sera déjà beaucoup. Voilà. Surtout qu'il faut dire que effectivement, le 67 et le 68, nous avons aussi eu des différences de fonctionnement. Donc on a aussi tout ce travail de mise en convergence, de façon à ce que vraiment tous nos services soient vraiment, ont la même ligne de conduite. Et ça demande aussi encore beaucoup de travail. Parce que c'est vrai qu'avant la création de la CA, il faut le reconnaître que c'était surtout les guéguerres de présidence, de lieu, et on a oublié un peu de faire ce travail de convergence de nos services et de fonctionnement. Donc ça va être rattrapé. Ça ne se fait pas en 6 mois. Ça ne se fait pas en 6 mois. Je crois qu'il faut laisser le temps à la CEA aussi de prendre ses marques. Ses marques, ce qui est important. Et après, effectivement, on pourra vraiment faire du bon travail. Puis je crois que ce qui est important aussi pour ceux qui nous écoutent, c'est que on va essayer de réussir nos objectifs. On a réussi 14 sur 15 lors de la dernière mandature. Et bon, là, on n'en a que 12. Donc il y a déjà 3 qu'on a gagné. Mais tout ça, j'allais dire, avec une stabilité fiscale. Parce que ça aussi, c'est important pour ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, tous les porte-monnaies souffrent, entre guillemets. Et si on arrive... On s'est engagé à ne pas en... C'est-à-dire ce qu'on a fait en 2020, et investir et se désendetter, c'est quand même le truc qui est plutôt sympathique. Et c'est la lignée qu'on veut continuer. On veut repartir sur cette lignée et faire mieux. Je crois que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Voilà. Donc, c'est vrai, c'est pas évident de faire mieux avec moins. Mais c'est un pari qu'on veut tenir. Tout à fait. On l'a tenu pendant 5 ans, on est parti de très bas, on a pu faire des économies de fonctionnement qui nous permettent maintenant d'apporter des solutions à nos entrepreneurs puisqu'on peut investir
Et puis, c'est ça le travail. C'est ça le travail qu'on doit faire. Et puis, il y a quelque chose qui n'a pas du tout été abordé. Moi, je suis assez surpris. C'est l'agriculture. Oui. Là aussi, on a pris un engagement fort. C'est-à-dire qu'effectivement, on va favoriser l'agriculture locale et une part de bio dans les cantines. Et notamment les cantines du collège. Bon, elle y est déjà. Oui, mais je veux dire, à développer peut-être davantage. Essayer de trouver... Parce que ça aussi, on entend beaucoup de trucs là-dessus. Des choses vraies, des choses moins vraies. Nous, l'engagement qu'on prend, c'est pas tout à fait 100% du bio. C'est effectivement soutenir les producteurs locaux, essayer d'avoir les circuits courts les plus raisonnables et les plus possibles, et effectivement nourrir nos collégiens avec une partie relativement importante au niveau du bio. Je parle parce que ça n'a pas été abordé. Ça n'a pas été abordé dans les questions, mais c'est vrai. Et alors, je le dis aussi pour les personnes qui nous suivent ce soir, il y aura encore d'autres carnets de campagne. Le premier a été distribué, mais le deuxième est en train d'être distribué depuis aujourd'hui. Il est déjà dans certaines boîtes aux lettres. Voilà. Et vous en aurez encore parce que on sait que c'est important de vous présenter ces idées, ces projets. Vous en aurez encore dans les 2 prochaines semaines. On est une équipe sérieuse, on vous fait des propositions concrètes, et on a montré aussi par le passé, c'est notre marque de fabrique, qu'on tenait nos engagements. C'est pas du vent comme certains disent, votez pour nous, on va résoudre tous les problèmes, on va sortir du Grand Est, etc. Alors qu'on sait très bien qu'ils ne le feront pas, ils n'y arriveront pas. Nous sommes des gens qui sommes, je pense, à la fois ambitieux. On se fixe des objectifs hauts, mais qui sont réalistes, pragmatiques. On ne sort pas de lapin du chapeau, on n'est pas magicien, etc. Mais on a une ambition pour notre région, cette région qu'on aime, cette Alsace qu'on aime, pour laquelle on s'engage passionnément. Je pense que si vous faites confiance à nouveau le 20 et le 27 juin à cette équipe, eh bien, vous aurez des élus qui seront à la fois sérieux et compétents pour continuer à la fois à défendre notre territoire, à défendre l'Alsace, puis à mettre en place des projets qui sont ambitieux et répondront à ces différents défis. En tout cas, c'est ce qu'on vous propose. Moi, je vous demande ce soir de continuer à faire confiance à cette équipe, à faire confiance à Patricia et à Marc. Et bien sûr, Madeleine et moi à leur côté pour les accompagner dans ces défis au cours des 6 prochaines années. Je pense que c'est en tout cas le pari que nous faisons pour faire gagner l'Alsace. C'est d'ailleurs notre slogan, l'union pour l'Alsace qui gagne. C'est une union aussi de cette équipe-là. Qui est soudée, qui est forte, qui représente la diversité de notre canton pour faire gagner l'Alsace. En tout cas, merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce Facebook Live. Merci pour vos très nombreuses questions. Puis bien sûr, merci à Marc, Patricia et Madeleine d'avoir répondu à toutes nos questions. Alors on peut peut-être également leur dire, Olivier, que on organisera 4 réunions, une à Riedisheim, où ils pourront nous voir. Des rencontres, oui. Des rencontres, des réunions, des rencontres. Ce sont des rencontres de proximité. Des rencontres de proximité, tout à fait. En plein air. S'il ne pleut pas. Voilà. S'il ne pleut pas ce jour-là. Donc il y a quelques conditions. J'espère qu'on y arrivera. Pour le week-end du 12 et 13 donc à Riedisheim, à Rixheim, à Sausheim et Haute-Marseille. C'est le week-end du 12 et 13 juin. Voilà. Pour le moment, on vous remercie d'avoir été à notre écoute. Et puis, de toute façon, notre site Facebook et notre site Internet sont toujours à votre disposition, ainsi que le numéro de téléphone que vous trouvez sur nos carnets de campagne. Et on sera toujours prêt à vous répondre. Et on souhaite aux mamans une très belle fête des mamans, bien ensoleillée ce dimanche, afin qu'on puisse vraiment bien en profiter. Merci à vous et puis on compte sur vous le 20 et le 27 juin.
Merci. Voilà. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et bonne soirée encore. Et merci. Et merci. Et merci.